8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. L'hiver s'installe dans les 4 coins du royaume. Parmi les collectivités territoriales les plus affectées par la vague de froid, Chefchaouen et Rachidia, où les comités provinciaux de suivi et de veille enchaînent les réunions. Objectif, prêter main forte aux personnes les plus fragiles. L'Institut national des beaux-arts inaugure son annexe à Agadir. La cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. La structure fraîchement rénovée s'apprête à accueillir quelques 80 étudiants. Et puis en fin de cette édition, nous vous invitons à admirer l'excellence de la bijouterie marocaine qui trône au cœur du musée national de la parure. Ce haut lieu du patrimoine propose un panorama créatif dédié à la parure marocaine dans toute sa splendeur. Bonsoir, l'hiver est là et les températures sont en fin de saison. Mais un peu plus haut sur les villages perchés à des mètres d'altitude, cette période de grand froid est toujours très redoutée. Les populations vivant dans les zones reculées peuvent compter sur l'assistance des autorités locales mobilisées en permanence en exécution des hautes instructions royales à travers plus de 2000 douars cibles. Nous verrons l'exemple dans les communes de Chefchaouen et Rachidia où les comités provinciaux enchaîne les réunions de veille et de suivi. Durant la saison hivernale, les hauteurs de Chefchaouen connaissent des températures plus que négatives. La neige est tombée en abondance ces derniers jours. Plusieurs communes sont revêtues d'un beau manteau blanc. Au siège de la province, les réunions s'enchaînent. En exécution des hautes instructions royales, il est procédé à la mise à jour des données relatives aux douars touchés par la vague de froid. 40 douars sont ainsi recensés relevant de 11 collectivités territoriales, soit un total de 24 393 personnes. 25 engins de déneigement et autres sont ainsi mobilisés à proximité des zones et axes routiers qui connaissent de fortes chutes de neige. Nous avons pris plusieurs mesures dans le cadre du plan national d'atténuation des effets de la vague de froid. Les engins de déneigement sont ainsi repositionnés à proximité des zones et axes routiers qui connaissent de fortes chutes de neige. Nous avons procédé également au recensement des femmes enceintes dans les villages confrontés à la vague de froid pour leur apporter assistance. Nous avons mobilisé les engins au niveau de tous les douars de la province, notamment au niveau des communes El Jibha, Bebrd et Bebtaza, qui connaissent des chutes de neige très importantes en cette période d'hiver. À Rachidia, les autorités sont également sur le qui-vive. Le comité provincial de la ville enchaîne les réunions pour l'évaluation de la situation dans les zones touchées par la vague de froid. Sont particulièrement concernées les femmes enceintes, les personnes en situation de précarité et les personnes à besoins spécifiques. Les efforts de lutte contre la vague de froid concernent également l'organisation d'opérations de distribution des denrées alimentaires, des couvertures et du bois de chauffage aux catégories ciblées, ainsi que la distribution d'orge subventionnée au profit des éleveurs. Et l'une des personnes les plus fragilisées par ce froid glacial, les sans-abri. Al-Husseima, plus précisément à Imzouren, le comité provincial de veille et de suivi s'active pour protéger cette catégorie sociale. Ces personnes vulnérables peuvent désormais trouver refuge dans des centres d'hébergement aménagés. Notre caméra a suivi une maraude de l'entraide nationale. Reportage Wassim Amsoud et Zakaria Moukinbillah. Il fait particulièrement froid cette nuit. Les services d'assistance sociale mobile sillonnent les boulevards et rues d'Imzouren, constitués d'agents de l'entraide nationale, d'agents de l'autorité locale et d'éléments des forces auxiliaires. Ces équipes mixtes partent à la recherche des personnes sans abri. Une fois approchées, ces personnes sont invitées à venir dans un centre social où elles seront prises en charge et hébergées bien au chaud en ces temps de grand froid.
Nous procédons à des campagnes quotidiennes pour trouver les personnes sans domicile fixe. Nous les emmenons au centre provincial d'assistance sociale. Nous leur offrons gîte et couvert. À leur arrivée au centre, les bénéficiaires sont pris en charge pour une consultation médicale, examen clinique et prise de tension artérielle pour s'assurer de l'état de santé des nouveaux arrivants. Les bénéficiaires subissent des examens médicaux dans le but de soigner ceux qui sont malades et de garantir la sécurité de tous les pensionnaires. Cela fait partie des mesures préventives. C'est une opération que nous entreprenons chaque soir. Au niveau de ce centre, les sans-abri bénéficient d'hébergement, d'alimentation, en plus des premiers soins. Ces équipes continueront leur tournée tout au long de la saison hivernale dans la province d'El Hoceima et dans d'autres régions du royaume. Des campagnes qui s'inscrivent dans le sillage de la mobilisation contre la vague de froid afin de venir en aide aux personnes en situation de précarité. Cap sur Agadir, où une annexe de l'Institut national des beaux-arts a été inaugurée aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Réhabilitée dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la commune d'Agadir, l'annexe est fin prête pour accueillir ses étudiants. Il suffit d'un fusain et d'un bout de papier pour que l'imagination prenne le dessus. Dans cet atelier de l'annexe de l'Institut national des beaux-arts à Agadir, les étudiants apprennent d'abord à débrider leur créativité. En première année, nous avons des matières comme le dessin et la peinture qui constituent la base classique de l'art. J'aime beaucoup ces matières. Cela fait longtemps que je rêvais de faire les beaux-arts, mais je savais que l'Institut de Tétouan était trop loin et je ne pouvais pas quitter ma ville. Maintenant que j'étudie à Agadir, c'est plus facile. Et quand nos pieds nous mènent au bout de ce long couloir, l'atelier Nature Morte respire la vie et les belles idées. Cette année, l'Institut forme une quarantaine d'étudiants. Mais dès la rentrée prochaine, jusqu'à 80 futurs artistes visuels et designers pourront être formés dans ces lieux. L'Institut national des beaux-arts à Agadir est une institution publique de formation de cadres dans les arts visuels. La durée de la formation est de 3 ans. Nous avons 3 filières de formation: art plastique, design et société et art narratif visuel. Autant de spécialités pour former des cadres qualifiés dans le domaine des arts visuels. L'annexe d'Agadir vient s'ajouter à celle de Rabat et de Oujda, les extensions créatives du prestigieux Institut des beaux-arts de Tétouan. Outre leur vocation pédagogique et artistique, ces instituts jouent un rôle actif dans l'animation de la scène culturelle en accueillant plusieurs événements. Ils font partie de l'écosystème de l'industrie culturelle. Pour promouvoir l'industrie culturelle, il faudrait attirer les investissements de grandes entreprises. Et pour cela, on a besoin d'une formation de bonne qualité. Et c'est le défi principal sur lequel nous travaillons. Aujourd'hui, dans cet Institut des Beaux-Arts, l'apprentissage est de bonne qualité et les étudiants ont un très bon niveau. Ils peuvent être recrutés par d'importantes entreprises de production culturelle. Et parce qu'un espace vert est toujours une source d'inspiration, le jardin Abderrahman Yousfi, avoisinant l'annexe de l'Institut national des beaux-arts, est un endroit où jaillissent les idées les plus colorées et les plus créatives des étudiants. Un mot d'économie à présent et ces indicateurs du Haut Commissariat au Plan qui prévoit pour 2025 un déficit budgétaire à près de 3,9% du PIB contre 3,5% en 2024. Selon le HCP toujours, les perspectives des finances publiques devraient être caractérisées par un accroissement plus marqué des dépenses globales que des recettes ordinaires. En 2025, les recettes fiscales devraient continuer de se consolider. Ceci est dû à l'évolution des impôts directs et indirects. Par ailleurs, les recettes non fiscales devraient s'améliorer, profitant des recettes des mécanismes de financement innovants ainsi que des revenus en provenance des établissements et entreprises publiques.
Le Maroc, dont le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, se préside, le comité Al-Quds s'appelle au respect du cessez-le-feu à Gaza. Intervenant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, M. Omar Hilal, a affirmé que l'accord de cessez-le-feu devrait ouvrir la voie à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre, ainsi qu'au lancement d'un vrai processus de paix permettant l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Al-Quds Est comme capitale. Sur le terrain, Gaza vit son 3e jour de trêve. L'entrée en vigueur dimanche du cessez-le-feu pour 6 semaines marque le début d'un processus encore incertain devant mettre fin à 15 mois de guerre. Un premier échange de 3 otages israéliennes contre 90 détenus palestiniens a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, au moment où l'afflux des convois humanitaires s'accélère. Plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés dans ce territoire. Les besoins primaires restent importants. En Turquie, en moins 66 personnes ont trouvé la mort et 51 autres blessées lors d'un incendie d'un hôtel dans une station de ski au nord-ouest d'Ankara. Plus de 270 pompiers ont été mobilisés sur les lieux du sinistre. Le feu a été maîtrisé en fin de matinée. Et les fouilles se poursuivent dans les décombres. L'origine du sinistre demeure pour l'heure inconnue. Les États-Unis, au lendemain de l'investiture du nouveau président, au premier jour de son mandat, Donald Trump a signé une centaine de décrets présidentiels. Mémorandum de lutte contre l'inflation, lutte contre l'immigration irrégulière, retrait de l'OMS, retrait de l'accord de Paris sur le climat, allègement des contraintes réglementaires sur la production du pétrole et de gaz naturel ou encore droits de douane imposés au Canada et au Mexique. Une pluie de décrets polémiques qui promettent de vives contestations. Retour chez nous et avant de vous quitter, plongeons dans l'univers majestueux de la joaillerie. Et c'est au cœur de la Casbah des Oudaya à Rabat où trône le musée national de la parure. L'espace muséal abrite une riche collection de bijoux, d'ornements et d'autres vêtements d'apparat. Un patrimoine artisanal d'excellence que je vous invite à admirer de près dans cette visite guidée avec Abdillah Al-Shab, Zakaria Moukinbillah. Ces bijoux, accessoires et parures représentent le prestige du raffinement et de la joaillerie à la marocaine. Dessinés aux motifs floraux et ornés de décors exquis et de couleurs sobres, ces bijoux font partie de la collection du Musée national de la parure de Rabat. Son point fort, représenter les différents types de parures existant dans toutes les régions du royaume à travers l'histoire. Le musée, c'est un musée qui se situe à l'intérieur de la Casbah, qui date du XVIIe siècle et qui s'agit aussi du premier musée du Maroc qui, à travers le temps, a pu enrichir une collection et englober une collection très très importante, sans oublier la généreuse donation de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui est venu pour enrichir cette palette qui couvre toute la cartographie du Maroc et qui est un acte généreux de partage, de donation et surtout de préservation. Autre collection importante du Musée national de la parure, les costumes et habits traditionnels, confectionnés par le savoir-faire de couturiers marocains au long des siècles. Une attraction qui draine un important flux touristique chaque semaine. Ce musée a une valeur historique incontestable. Il contient des pièces de valeur telles que les bijoux, les bracelets et colliers en vogue entre le 19e et 20e siècle. C'est ce qui m'a poussé à visiter. C'est ma première visite au musée. J'ai été agréablement surprise de voir l'engouement qu'il suscite auprès de visiteurs marocains et étrangers. Ils découvrent le zélige, les accessoires et les habits traditionnels marocains qui représentent la civilisation marocaine authentique. Situé au quartier historique Les Oudaya de Rabat, le Musée national de la parure a rouvert ses portes aux visiteurs en janvier 2023, après 2 ans de rénovation. Une restauration entreprise dans le but de répondre aux normes appropriées pour l'accueil des expositions. Des travaux qui ont tenu à respecter les caractéristiques du bâtiment, afin d'en faire un établissement d'une valeur artistique, culturelle et historique.
Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous. Charles Oula.